Chers collègues, mesdames, messieurs, avant d'ouvrir, je rouvrirai un peu plus tard la séance du conseil municipal, mais c'est un conseil municipal exceptionnel puisque nous souhaitons aussi l'anniversaire de Madame Baquet. Bon anniversaire, Madame Baquet. Vous rappelez, parce que je ne pense pas que je l'ai fait la dernière fois, mais vous savez qu'on a installé ce matériel dans cette salle, que nous sommes enregistrés et filmés pour donner un peu plus de corps aux séances et qu'elles soient ensuite peut-être diffusées, mais surtout d'avoir des comptes rendus qui soient au plus juste. Donc, souriez ce soir, vous êtes filmés. Important de le dire, pour que justement on annonce que cette mairie est dans la modernisation, tout d'abord pour que nos services travaillent dans les meilleures conditions possibles et que cette salle, qui reçoit aussi beaucoup de réunions en visioconférence, puisse être très adaptée pour qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles. Donc, juste vous faire un petit retour sur la saison touristique. Vous savez que je préside aussi l'Office de tourisme Médoc-Atlantique et que nous avons fait une saison que l'on croyait difficile vu la conjoncture, le climat politique et le peu d'entrain qu'ont les Français à dépenser leur épargne pour partir en vacances. Et finalement, que tous les chiffres de la saison, en particulier sur les hébergements, sont au-dessus de la saison de l'année dernière. Donc c'est plutôt un bon point, avec une petite remarque sur les activités des restaurateurs qui ont parfois fait de très belles saisons et d'autres un peu moins. Mais quand on suit toutes les interviews, tous les tests que nous avons fait avec l'Office, les gens, dans ces périodes de crise, ils sont plutôt dans l'épargne que dans la dépense. Et au lieu d'aller manger au restaurant 2-3 fois par semaine, c'était plutôt une fois cette année. Mais toutes les activités ont très très bien marché sur tout ce que l'on propose sur notre territoire. Et notre belle commune aussi a été très attractive, en particulier avant saison, puisque la météo nous a bien aidés. Le mois de juillet a été bien lancé aussi par la météo, mais aussi par la nouvelle date du Lacano Pro. Donc on est plutôt tous satisfaits de la bonne tenue de cette saison touristique. Nous avons fait la une des journaux, pas pour les faits divers, mais plutôt pour tout ce que l'on a mis en place et qui permet à la fois aux canolés, je le précise, et à nos visiteurs de profiter de cette belle ville en toute sécurité et profiter de tout ce qui a pu être fait, en particulier en termes culturels et événementiels, n'est-ce pas, monsieur Renelot? J'ai eu des petits mots très sympas et la qualité des événements qui sont organisés. Et j'ai vu finalement que la salle Lescaut devenait trop petite. Ça tombe bien, il y a quelques projets. Mais c'est vrai que notre programme d'hiver, notre programme de la saison culturelle est en train de se muscler encore sérieusement et que la qualité proposée permet de remplir la salle comme on a pu le vivre ce week-end dernier. Donc bravo aux équipes et bravo à toi pour manager tout ça et pour assurer le leadership sur l'événementiel et la culture. C'est plutôt une bonne chose. Et je dirais au passage aussi remercier bien sûr tous ceux qui, acteurs de la culture, que ce soit les associations en leur nom personnel, et il y en a beaucoup à Lacano. Je me crois, je dis que cette ville-là va être en termes culturels un exemple dans les années à venir, mais ce qui va entraîner aussi, M. Renelot, des investissements, puisqu'il faut qu'on puisse faire dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vrai que cette saison a été très soutenue. Une clientèle étrangère qui se fidélise, en particulier les Allemands et les Suisses, qui sont là plutôt sur 6 mois que comme avant, ou un peu en début de saison, un peu pendant. On a une vraie clientèle allemande et suisse qui s'installe, pas que pour venir en vacances. On a aussi quelques retours de gens qui s'installent et qui viennent profiter de notre belle ville et qui achètent des biens immobiliers. Rappelez au passage que on est revenu sur des chiffres qui étaient tout à fait exceptionnels en 2021 et 2022 sur l'activité immobilière. Et ça prouve que c'est une ville qui est attractive et qui se développe. Donc on revient sur ces chiffres-là. Donc monsieur l'adjoint aux finances n'est pas là aujourd'hui puisque il a un masque sur la tête et il a attrapé le Covid. Je pense qu'on est plusieurs dans la salle aussi, certains ont un peu la crève. Je sais que dans nos écoles ça tousse beaucoup. Bon, on espère bien sûr pas revivre la même période que l'on a vécue, hein. Mais aujourd'hui, il continue à courir ce microbe sous une forme peut-être un peu différente. Mais bon, Adrien a souhaité ne pas contaminer tout le conseil municipal et tous ceux qui vont partager le verre de l'amitié. Donc on s'est réparti les délibérations qu'il devait présenter ce soir, n'est-ce pas, Madame Mackay, pour que je ne fasse pas un conseil municipal où je suis presque le seul à prendre la parole. Donc il y a des sujets bien sûr qui sont transversaux et qui concernent à la fois les finances et à la fois le développement durable et des délibérations qui rentrent dans le cadre de votre délégation, Madame Baquet. Donc c'est plutôt bien.
Je reviens sur le tourisme en observant aussi qu'il y a beaucoup de réflexes aujourd'hui de dernière minute. Donc dans tout le travail que peut effectuer l'Office, mais aussi tous les opérateurs, on sait répondre justement à ces demandes-là, et Lacanau est devenu la destination de la région Nouvelle-Aquitaine et plutôt aussi des habitants girondins aujourd'hui. Même si on habite Bordeaux ou on habite dans le sud Gironde ou dans l'est ou dans le nord Blayais, ben on vient passer un petit week-end à Lacanau dès que la météo s'annonce favorable. Et j'avoue que c'est toujours plaisant de recevoir des petits mots d'encouragement et des gens qui s'émerveillent à chaque fois qu'ils viennent passer un petit séjour à Lacanau. Donc, un petit retour aussi pour le Lacanau Pro, tenu en juillet. Nous avons eu des vagues presque tout le printemps, jusqu'au début du Lacanau Pro. Ça a été un peu plus difficile, mais malgré cela, on a réussi à le clôturer. Et dès le lendemain, nous avions 2 mètres de vagues le lundi. Donc c'est vrai que c'était un peu énervant, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi et du surf, c'est que on est aussi tributaire des conditions de vagues. J'espère que l'année prochaine, puisqu'on a décidé de reconduire, puisqu'il faut déjà s'engager pour les prochaines dates pour réserver auprès de la WSL ce créneau, a permis justement de lancer le mois de juillet, de lancer la saison et d'avoir une belle manifestation en entrée de haute saison. Les bonnes nouvelles aussi, c'est le retour sur la rentrée scolaire, Madame Marza, puisque nous avons des élèves supplémentaires. Voilà, une vingtaine d'élèves supplémentaires sur nos écoles. Ça prouve aussi qu'on est capable d'accueillir les jeunes. Les programmes, enfin, j'ai eu les déclarations de début de chantier, vont pouvoir permettre l'attribution de tous ces logements que nous avons prévus pour les jeunes qui souhaitent rester à Lacanau, mais aussi pour ceux qui travaillent, mais aussi pour nos anciens qui parfois mutent sur un très grand logement à un logement plus petit. Donc cette offre qui va être multiple, et nous la présenterons dans quelques temps, va permettre justement de garder les Canolais au pays. C'est à peu près 90 logements qui vont être livrés dans les 18 mois qui viennent. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Les APS aussi, modifiés pour améliorer les conditions d'accessibilité et d'accueil des APS. On travaille, vous le savez, ça a déjà été présenté en conseil municipal, sur la rénovation du groupe scolaire de Lacanoville, sur le premier bâtiment restauration et APS. Donc validation, j'espère, dans le début d'année pour pouvoir lancer ces chantiers-là. On travaille aussi sur, on avait l'accès des APS sur Lacan-Océan, on travaille aussi sur un schéma de circulation autour des écoles de Lacan-Océan, puisqu'on s'aperçoit, et tant mieux, qu'à travers nos investissements sur la mobilité, et ils vont se poursuivre, mais de plus en plus de gens viennent amener leurs enfants à l'école à pied ou en vélo. Donc on a un gros travail à faire. On va travailler avec les parents d'élèves pour aménager ces 2 rues qui desservent l'école, où il y aura une place plus importante qui sera faite au transport cyclable et au transport aussi pédestre. Forum des associations, 70 associations qui sont mobilisées sur plus d'une centaine, qui sont venues sur ce rendez-vous traditionnel. Ce qui est assez sympa, c'est de rencontrer aussi de nouvelles têtes, des gens qui sont venus s'installer à Lacanau et qui viennent nous voir en nous vantant la qualité de notre accueil, mais aussi de nos services. Ils arrivent souvent des communes où finalement il ne se passe pas grand-chose, surtout pour les enfants. Donc c'est plutôt assez sympa de les voir s'installer, d'avoir le sourire, et ils vont contribuer justement à notre enrichissement, pas que financier bien sûr. La patrouille de France, ça a été encore un spectacle incroyable. On a eu les poils qui se dressent en voyant arriver, n'est-ce pas Philippe, et merci pour ton engagement sur le sujet. Toi, l'homme discret, plein d'humilité, qui s'est caché, qui n'a même pas partagé le verre de l'amitié le soir, mais on sait quel est le travail que tu as fourni pendant tout l'été, mais aussi pour préparer pendant l'hiver l'arrivée de la patrouille de France. Moi, j'ai été aussi assez fier d'accueillir la musique aérienne. C'était plutôt très très sympa, pour s'apercevoir que les musiciens parfois de l'armée jouent aussi sur la place du marché à la Gaîté avec les bandas, et qu'ils vous disent que finalement le bon temps il le passe dans notre belle commune. Mais c'est impressionnant de les voir partir de Gaulle et de monter jusque sur le front de mer, jusqu'à la place, pour ce spectacle tout à fait incroyable. Féliciter aussi tous ces pilotes et surtout toute leur équipe pour leur humilité, mais aussi leur façon de se rendre disponible, à la fois pour tous les gens qui se sont déplacés pour la patrouille, et après pour tous les gens qui ont pu les rencontrer longuement, discuter de leur métier, donner envie. Et c'est vrai que cette excellence-là qu'on a pu voir briller dans le ciel, je vais vous raconter une anecdote. On était avec un ciel très bas et une météo qui n'était pas très favorable. La décision de voler avec le programme d'été, elle a été prise 1 minute avant par le chef de la patrouille de France, le leader, qui est arrivé à peu près après le Mouchi, qui a vu le ciel dégagé. À 15h30 pile, le soleil est arrivé. Et il a annoncé à ses pilotes, programme d'été.
Et c'était parti pour un spectacle tout à fait incroyable. Si on avait eu un ciel bas et des nuages, on n'aurait pas eu droit à ce spectacle, et c'était tout à fait sympa. L'inauguration de l'aire de jeu, là je ne félicite pas mes animatrices et tous ceux qui avaient préparé mon joyeux anniversaire en arrivant, parce que je ne m'y étais pas préparé. Donc c'était un moment émouvant de voir tous ces gamins chanter le joyeux anniversaire. Et on a pu se rendre compte que cette aire de jeu posée au bord du lac amène un cachet tout à fait incroyable, complète tout l'aménagement de la voie douce du port et tout ce qui a été fait autour. Je trouve que de voir tous ces enfants réunis là, ça m'a fait chaud au cœur. Ça prouve que le travail a été fait, plutôt bien fait. Madame Fritsch, les Journées européennes du patrimoine, nous nous sommes aussi mobilisés. Nous avons même ouvert la mairie cette année pour voir le bureau aussi, la salle du conseil, puisque je rappelle que mon bureau a été fait par... alors je ne dis pas son nom parce que lui aussi, il est timide et plein d'humilité, mais le bois le plateau de mon bureau, c'est un chêne qui est tombé pendant la tempête de 1999. Il a été découpé d'un seul tenant et posé justement sur ses pieds. Et c'est un copain canolais qui a réalisé ce plateau et qui m'a annoncé ça il y a déjà un peu plus de 2 ans. Donc c'était l'occasion de le montrer à tous ceux qui ont souhaité visiter la mairie ce jour-là. Merci Corinne aussi pour ton implication, puisque la Villa Plaisance et aussi les associations de combattants étaient présents avec leurs expositions. Donc bravo à tous. Lancement de la saison culturelle, Cyril, je l'ai déjà évoqué, c'était tout à fait incroyable. Un petit point sur les travaux avec l'enfouissement des réseaux aériens au Moutchik, on va déposer, on les avait fait avant l'été mais on n'avait pas pu déposer. Le plan plage derrière va démarrer, je l'espère, au mois de novembre, puisque les marchés sont attribués. On va démarrer la première tranche plutôt à l'ouest, on suit ça de très près, n'est-ce pas Hervé, sur ce plan plage qui va embellir la station. Mais vous allez voir déjà, dès la première quinzaine d'octobre, quand on efface les réseaux, les poteaux béton, tout ce qui est au Moutchik, enlaidissait un peu la vue sur le lac. Mais aujourd'hui, quand on sort ça, c'est notre 24 ou 25e tranche d'effacement de réseau. C'est un peu ma marotte, hein, ces effacements de réseau, mais dès qu'on dépollue le paysage, de suite, il y a une autre vision. Donc, achèvement fin de semaine prochaine pour l'enlèvement des réseaux. L'aménagement du plein plage, vous savez que c'est la communauté de communes qui pilote, mais la communauté de communes, c'est aussi nous. Donc on est tous associés pour suivre ces travaux et les organiser. Donc c'est plutôt assez sympa. Le passage La Case, les travaux d'aménagement reprendront fin janvier, puisque vous savez qu'il y a la rénovation du bâtiment. Ça n'a pas été facile l'hiver dernier d'organiser la cohabitation d'entreprises. Je peux vous dire que ça a été même très sportif. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui est dépollué, qui va continuer à être aménagé par le partenaire privé. Mais nous devons finir l'aménagement du passage La Case dès la fin des gros travaux pour que justement le passage La Case soit terminé, puisqu'on avait fait un revêtement, rappelez-vous, bicouche, pour qu'on puisse faire la saison estivale. Vidéosurveillance, on progresse encore, cher Philippe, qui a continué à se déployer. C'est des choses qui ne se voient pas, mais le message que je fais passer à mes équipes, et en particulier à mon adjoint à la sécurité Philippe Oulem, c'est anticipons, innovons. C'est pas quand on a les problèmes qu'il faut les résoudre, c'est plutôt le travail qui est fait au quotidien avec les services de gendarmerie, mais tous les partenaires, ce que tu tiens tout au long de l'été avec eux. On va déployer bien sûr tout ce qui est fait en vidéosurveillance sur le bourg, et c'est là qu'on avance beaucoup. Il y a un CSU au rez-de-chaussée de la mairie qui est en train d'être installé. On va aussi installer une nouvelle caméra à la halte nautique, et on a renforcé aussi, mais surtout on a modernisé notre réseau de caméras sur la station, et on va aller encore plus loin, puisqu'on a aussi réservé un local pour aménager les locaux de notre police municipale. J'ai vu que dans d'autres villes, ils avaient marié police municipale et gendarmerie dans les mêmes locaux. Mais je ne vous affolez pas, pour l'esplanade, on n'aura pas de nom d'ancien président de la République. On va pas mettre le feu à la commune. Donc j'ai vu ça, j'ai trouvé ça toujours un peu curieux. Mais bon, on reste concentré sur ce qui reste quand même notre priorité de par notre activité touristique, mais aussi par les incivilités qui peuvent se passer. Mais quand vous regardez que ce soit le bourg ou l'océan, alors aussi parce qu'on intervient très vite sur quelques dégradations, on est quand même une ville où nos adolescents et puis tous ceux qui essaient de perturber notre activité au quotidien respectent finalement le travail bien fait et tout ce qui peut être fait pour eux. Donc on a peu d'incivilité, je touche du bois, et j'espère que bien sûr ça continuera, mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à travailler sur la sécurité. Travaux bâtiments, travaux d'été, c'est des travaux
qui ont été faits. À la salle des fêtes, on est en train d'installer une pompe à chaleur qui va être opérationnelle très bientôt, qui va nous permettre, si tout va bien, on va surveiller ça de près et relever les compteurs, c'est entre 35 et 40% d'économie. Donc c'est plutôt une belle chose sur ces deux bâtiments qui étaient très énergivores. On continue à travailler avec tous les partenaires pour engager notre commune sur des projets vertueux, sur de la consommation, mais aussi sur de l'isolation. Bon, les aides d'État sont un peu diminuées, puisque vous savez que le fonds vert a été fortement diminué déjà dans la perspective d'un budget 2026 qui va être contraint. Donc ça, il faut y penser, c'est un peu compliqué. Et aussi au pôle de l'Aiguillon, l'ensemble du bâtiment a été climatisé pour le confort des usagers et des services, mais surtout pour mieux chauffer. On a changé toute la toiture et toute l'isolation a été faite sur ce bâtiment qui finalement est assez récent, mais qui méritait des gros travaux. Donc travaux d'étanchéité bien sûr, et la centrale d'air aussi en toiture a été remplacée. C'était indispensable, il faisait très froid l'hiver et très chaud l'été. Station d'épuration aussi, dégâts H2S, mais ça on le sait, tous les 20 ans les stations d'épuration ont de gros travaux à engager, donc le béton a été aussi impacté par l'H2S, donc on engage ces travaux d'entretien et de modernisation. La réhabilitation du réseau de son poste de refoulement du bassin versant Cantelode. Vous savez qu'on a été éligible au contrat région-État par rapport à la pollution du bassin d'Arcachon. On a réussi à intégrer ce contrat, même si notre impact de rejet des eaux claires sur le bassin est presque neutre. J'avais dit au préfet à l'époque, monsieur, 10% de 100, ça fait pas beaucoup, mais 10% de 1000, avec ce qu'on a connu l'hiver dernier, ça fait beaucoup. Bon, il m'avait fait un petit clin d'œil, on avait intégré, mais j'en étais pas tout à fait sûr. Et quand les premiers chiffres sont tombés, on peut se féliciter que le syndicat de bassin que je préside récolte pour ses communes et pour lui-même 20 millions d'euros. Donc vous imaginez, ça va nous faire accélérer nos projets d'investissement, en particulier sur l'assainissement et l'eau. Donc pour la Cano, entre le plan plage du Moutchik et les travaux d'assainissement et d'eau et tout ce que l'on va pouvoir faire, c'est 7 millions d'euros. Donc dans les 5 ans qui viennent, l'agence de l'eau, qui est le principal financeur, va financer 50% des projets canolés pendant 5 ans, jusqu'à avoir consommé bien sûr ces 6 millions d'euros qui sont consacrés à l'amélioration de nos réseaux. Un gros travail a été fait il y a 18 mois, vous le savez, pour essayer de dévier les eaux au nord et au sud pour qu'elles ne passent plus dans le centre-ville et qu'on ne connaisse pas les épisodes que nous avons connus en 2023. Ces travaux et ces expérimentations ont été possibles uniquement justement parce qu'on a connu cette crise de pollution sur le bassin d'Arcachon. Autrement, notre plan de gestion des eaux, que nous sommes en train de réviser avec le CIAPVELG, ne nous permet pas de toucher au réseau et de regarder, avec à chaque fois des autorisations, la police de l'eau. Donc là, ce qu'on a proposé en particulier sur le Léron et sur les crastes de la Berle, de la Petite Berle, tout ce qu'on a fait au nord de la ville, ont été permis parce que justement, ces problématiques ont été révélées. On nous a donné l'autorisation d'expérimenter et on a pu vérifier déjà, dès l'hiver dernier, que ça fonctionnait, que ces eaux qui étaient déviées du centre-ville permettaient au centre-ville d'être moins sous l'eau que ce que l'on a connu. Et on va continuer à investir pour que tout fonctionne bien. Donc vous aurez d'ailleurs une délibération spécifique pour solliciter les subventions. Les travaux vont démarrer début novembre, puisqu'on va aussi, vous savez qu'on a investi 5,5 millions sur le PR de Talaris, plus sur toute la canalisation qui a été doublée jusqu'à la station d'épuration. Et on va doubler la capacité du poste route de Carcan, on l'appelle le PR de Cantelode. Celui-là va être doublé pour qu'on ait une capacité qui soit 2 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on a encore quelques difficultés à la fois sur un lotissement au sud sur le Maine, sur les eaux usées et sur la route de l'avenue de la Côte d'Argent, à peu près au milieu de la voie où on a 3 côtes logements où on a quelques difficultés. Donc ces travaux-là vont nous permettre de mieux gérer nos eaux d'assainissement. Donc travaux encore à prévoir, parce qu'on va renforcer bien sûr ce poste-là, mais il y a aussi une conduite de refoulement qui est à réparer et à reconstruire. Alors vous allez me dire, vous avez fait beaucoup de travaux, c'était des travaux sur l'eau, on ne pouvait pas les mener en parallèle. Donc il y a des endroits sur l'avenue de la Côte d'Argent où on va revenir sur des travaux, mais cette fois sur l'assainissement. Et nous poursuivrons ensuite sur les travaux, les grands travaux, puisque vous savez que l'aménagement de l'avenue de la Côte d'Argent, mais aussi de la piste cyclable jusqu'à Talaris, qui vous sera présenté dans les semaines qui viennent, c'est aussi les travaux qui sont prévus dans nos plans pluriannuels d'investissement. Et ça sera la dernière de, comme j'appelle, la croix et des aménagements des grandes traversées sur la mobilité, qui sera aménagée pour amener tout le monde en toute sécurité jusqu'à Marina de Talaris. Voilà.
L'agenda, rapidement, Octobre Rose, bien sûr, avec un don du sang aussi, Madame Fritsch, à la salle des fêtes, toujours sur inscription. Parfait. Nous sommes le vendredi 10 octobre, si je ne me trompe pas. Le 11 octobre, soirée de jazz et burlesque à la salle Lescaut, Monsieur Renelot. Accueil des nouveaux habitants le vendredi 17 octobre. Cérémonie de citoyenneté le samedi 18 octobre à 11 h en salle du Conseil. C'est plus de 100 jeunes qui ont 18 et 19 ans cette année et qui vont pouvoir remplir leur devoir de bons citoyens. Lancement de Canéo, vous avez vu qu'on maintient le suspense, on a fait quelques petites annonces. Notre navette, mais j'en reparlerai dans la délibération, puisqu'il y a une délibération là-dessus, va prendre son rythme de croisière sur l'expérimentation dans ce mois d'octobre. Donc c'est plutôt sympa. Deuxième édition de la Cano Jette l'encre. Tout est prêt, M. Renelot, apparemment. Tu m'as glissé ça avant de rentrer en conseil municipal le samedi 25 octobre. Invité d'honneur, c'est Fred Beltran, dessinateur de haut vol, de la patrouille ou non, qui expose également jusqu'au 6 novembre à la salle des secours. Donc je prendrai le temps d'aller voir son travail. Et un prochain conseil municipal le lundi 17 novembre et une permanence du maire le samedi 25 octobre. J'étais un peu long, mais il fallait bien préciser tout ce que nous sommes en train de faire, même si je ne suis pas allé dans le grand détail, parce que je sais que certains souhaitent voir l'OM en Coupe d'Europe, bon, mais certains aussi apparemment ont pole dance. Je ne dirais pas qui, mais pole dance, je serais curieux de voir quand même à la Cano qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le pole dance. Donc si j'ai le temps, si le match n'a pas démarré, j'irai peut-être voir le pole dance. Moi je me rêve, madame l'adjointe au patrimoine et au RH, de vous voir faire du pole dance. Je vous ai déjà vu faire du ventre-glisse, mais pas du pole dance. Allez, donc je vais ouvrir ce conseil municipal avec un secrétaire ou une secrétaire. Vous l'avez pris pour vous? Merci, Monsieur Pélissard. Donc j'ai quelques procurations. Monsieur de Bever, bien sûr, hein, qui est cloué dans sa maison à Madame Hoffmann. Je vais essayer de trouver les autres. Ah, elles sont là. Hop. Hop, ça c'est pour moi, que je ne me trompe pas. Madame Chêne-Ribeiro à Madame Lavergne qui vient d'arriver. Je la remercie. Pas fait l'excès de vitesse depuis la débauche? Non, ça va? Madame Fuster, Madame Baquet, Monsieur Morisset, Madame Cazenave, Madame Escola à Madame Marza, Monsieur Magnon à Monsieur Willem, Madame Vignon à Monsieur Renelot. C'est tout ce que j'ai reçu à ce jour. Vous avez entre les mains le procès verbal du conseil municipal du 2 juillet 2025. Je n'ai pas reçu de remarques à ce jour. Je dois considérer que nous l'adoptons. Je vous remercie. Nous délibérons avec la première délibération la cession de la parcelle BT 130 à la SCI Les Grands-Pins. Auparavant, je vous demande d'avoir, vous avez jeté sur table un petit œil qui vous a vu qu'il y avait une des 24e délibérations qui vous est proposée sur table. Pourquoi nous la passons là? Parce qu'on est un peu pressé par les services de l'État. Ça fait quelques années, n'est-ce pas, mon cher Hervé Cazenave, que nous bataillons avec l'État pour la limite du domaine public maritime, et vous savez que c'est important, puisque cette limite va conditionner aussi quelques autorisations pour le futur ouvrage. Et dans le cadre de la stratégie locale, il est important aussi d'avoir cette limite du DPM. Donc finalement, nous avons trouvé un accord après, je dirais, des années de parties de ping-pong. Mais il est important pour nous aujourd'hui de délibérer pour m'autoriser à représenter et engager les frais. Donc je la passerai en dernier, vous me ferez penser à le faire, que je ne l'oublie pas avant la fin, puisque nous avons 23 délibérations. Donc cette limite du DPM, très importante, ça nous permettra de la retourner et avoir un domaine public maritime où on va s'engager, si je ne me trompe pas, sur 1 an de procédure. C'est bien ça, le parcours administratif français. Donc aujourd'hui on est d'accord, mais il faudra 1 an justement pour valider et lancer cette étude. Autrefois, l'État, dans toute sa générosité, finançait ce type de procédure. Aujourd'hui, c'est à la commune de le financer. Voilà, une fois de plus, on passe à la caisse. Donc, comment? Non, je la mettrai juste, je la mettrai juste à la fin. Donc, délibération numéro 1, cession de la parcelle BT 130 à la SCI Les Grands-Pins. C'est une histoire avec la SCI Les Grands-Pins, mais aussi avec la Silo,
d'échange de terrain pour qu'on fasse les choses intelligemment, puisque vous savez que la Silo et la SCI Les Grands-Pères ont beaucoup de propriétés au-dessous de ces campings, mais aussi en centre-ville et la ville aussi. Donc on a déjà, on a déjà procédé à plusieurs échanges, plusieurs délibérations. Aujourd'hui, on avait déclassé cette parcelle-là, mais on est aussi obligé de revenir pour acter, bien sûr, la cession. Nous n'avons pas reçu aujourd'hui, à ce jour, l'estimation des domaines. La dernière en date, elle date de 2021, elle était de 53 000 euros. Pour ceux qui souhaitent la consulter, elle est dans le dossier, mais vous savez que les domaines ne répondent pas. Et aujourd'hui, le service a tellement été dépouillé, ils ont dû les passer au contrôle de légalité, je pense. Ils ne sont plus que 2 pour toute la Gironde à faire les estimations. Donc quand ils peuvent, ils répondent à nos requêtes. Et quand ils ne peuvent pas, ça nous autorise à vendre. Moi, ça ne me rassure pas. Bon, là, on avait une estimation, donc on savait à peu près ce que ça valait. Ça va permettre aussi au camping, cette parcelle, d'aller plus vite. On voulait justement travailler sur des échanges, mais moi je préfère avoir les estimations des domaines qui nous permettent après de négocier. Celle-là, on avait déjà des évaluations à 53 000. Donc après négociation, la dernière proposition de l'acheteur, elle est de 165 000 euros. Je pense qu'on n'a pas trop mal négocié sur une parcelle, je le répète, qui est non constructible, qui permet au grand-père de pouvoir soigner son entrée de camping, qui permet à nous aussi de ne plus l'entretenir, mais surtout protéger aussi le camping du risque feu. Donc vous avez le plan sous les yeux de cette parcelle-là. Elle est collée bien sûr à ces activités-là. On a fait estimer, Madame Baquet, à votre demande, pour négocier ce prix-là, le bois, qui avait aussi sur cette parcelle, qui a été estimé autour de 4 000 euros. Donc on l'a pris en compte dans ce prix-là. Et aujourd'hui, ces 5 392 mètres carrés qui sont en zone N sont vendus à la SCI Les Grands-Pères au prix de 165 000 euros. Donc ce qui nous permettra de consacrer cette somme à nos futurs investissements. Vous avez le plan sous les yeux. La parcelle, c'est la BT 130. Et je vous propose d'accepter cette cession à la SCI Les Grands-Pères, représentée par Pascal Feignet, d'une superficie de 5 392 mètres carrés au prix de 165 000 euros. Vous doutez bien que si on la vend, c'est qu'elle n'a pas d'utilité publique, et m'autoriser à Monsieur le maire à signer le compromis, le vente, le cas échéant, l'acte authentique et tout document afférent à cette cession. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous passons sur la cession du lot A issu de la division de la parcelle BL 493 située Marie Curie à la SAS Nid d'Aigle. Alors là par contre, nous avons eu une estimation des domaines de ce terrain-là qui a été rendue le 17 septembre 2025, c'est-à-dire il y a un peu plus de 15 jours. Elle estimait la valeur de ce terrain à 247 000 et le prix négocié pour cette vente est de 350 000, ce qui fait à peu près le prix du mètre carré à 800 euros. Donc pour ceux qui, une fois de plus, pourraient nous interpeller, mais bon, ils ne sont pas là ce soir, donc sur la vente des bijoux de famille, d'abord ça sert à beaucoup investir et vous le voyez, mais surtout, c'est des terrains qui faisaient partie de voiries, donc là c'est des détachements de voiries, que nous avions glissés dans le travail que nous avions fait en 2017 sur le PLU, et petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On détache, et on peut vendre ces terrains qui deviennent constructibles, puisqu'ils sont dans la zone U des enveloppes urbaines de la Canocéan ou ailleurs. Donc à l'époque, ça avait été une sacrée bataille, rappelez-vous, avec les services de l'État, qui avaient à l'époque adoubé notre PLU. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour réaliser, en particulier sur nos orientations d'aménagement et de programmation. Mais sur ces terrains-là, petit à petit, on déclasse, on découpe, et on peut vendre ces terrains qui nous permettent d'assurer les futurs investissements sans trop avoir recours à l'emprunt. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et vu le terrain où il est placé, vous doutez bien qu'il n'y a pas non plus d'utilité publique. Donc, estimation des domaines de 147 000, prix de vente du terrain, 350 000 euros, 800 euros le mètre carré. Donc, vous êtes invité à délibérer pour... Pardon, je n'ai pas demandé s'il y avait des questions. Tout le monde a compris où était ce terrain. Donc, vous êtes invité à délibérer pour accepter cette cession à la SS Nid d'Aigle et m'autoriser à signer le compromis de vente le cas échéant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3, cession du logis détaché de la parcelle AH104 située au Moutchik à monsieur et madame Cadet. Donc là, vous connaissez le dossier par cœur,
puisqu'on a vendu toutes ces parcelles de fonds de jardin sur un terrain qui historiquement appartenait à l'ONF. Dans le cadre des échanges qui duraient depuis 30 ans, nous avions quand même réussi, nous, à signer ces actes d'échange avec l'ONF. Nous avons récupéré ce terrain, qui, je le rappelle, est classé en zone naturelle, hein, puisque ce qui est les mauvais génies laissaient penser qu'on allait construire des immeubles dans la route Moutchik. On est en zone naturelle. Ces fonds de terrain ne sont pas constructibles. Par contre, il est proposé au dernier acheteur, puisqu'il ne souhaitait pas acquérir cette bande de terrain derrière chez lui, qui celle-ci fait 161 mètres carrés. Ces fonds de jardin, comme on a pu le vendre aux autres et qui sont non constructibles, sont détachés et vendus au prix de 19 € le mètre carré, ce qui représente pour cette vente un prix de 3 059 €. Donc on est invité à délibérer, et c'est le dernier terrain de cette partie du Moutchik Bainas, de décider de vendre par acte authentique à la forme administrative. On évite même aux acheteurs les frais de notaire, puisque c'est nos services juridiques qui procèdent à la vente, à monsieur et madame Cadet. Cette parcelle de cadastrée AH numéro 104, qui est nouvellement cadastrée AH 237, au prix de 3 059 €. Et à m'autoriser à signer, à recevoir et authentifier les actes authentiques, et à madame Marza, deuxième adjointe, pour procéder à la signature de l'acte. Toi, tu représentes la ville, et moi, je représente le notaire, à titre gratuit d'ailleurs. Hein. C'est dommage, on aurait pu inventer un système, où, tant pis. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4, des affectations et déclassement d'une parcelle à détacher de la parcelle CA 1122, lotissement Greenland. Là, ça arrive assez souvent. On a souvent délibéré quand les personnes souhaitent vendre ou leur bien ou leur maison, mais ils s'aperçoivent, le notaire, qu'ils ont empiété sur le domaine communal, et ça arrive. Hein, c'est pas toujours volontaire, c'est souvent pas de mauvaise foi. Mais on se base sur le cadastre souvent, et le cadastre n'est pas une science exacte. Donc, il faut absolument reprendre. Et quand les notaires font bien leur travail, vous apercevez dans cette parcelle, alors on va passer plutôt au plan suivant, puisque là, on voit où on se situe. On est à Greenland. Voilà, on est bien sur la parcelle, et on va montrer la partie où le propriétaire s'était installé pas malhonnêtement, mais en suivant sans doute les plans qui lui avaient été fournis, pour que cette bande de terrain qui va arriver... Non? Oui? Non? Raté? Bon, vous l'avez dans votre dossier. Revenez en arrière. Ah, la technologie. Bon, elle est le long de la voie. Vous voyez, c'est le trait rouge qui est à votre droite. Donc, le long de la voie, il y a une bande de 62 mètres carrés. Par contre, là, il y a eu estimation des domaines. Donc, il y a un prix qui est quand même important pour récupérer cette parcelle. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans la désaffectation. Comme on fait à chaque fois, on désaffecte par la délibération la partie de la parcelle à détacher de CA numéro 1122, qui constitue l'assiette d'une partie de la voirie du lotissement Greenland, qui est une partie communale. On déclasse cette partie-là, et on m'autorise derrière à signer tous les documents qui seraient nécessaires à l'effectivité du dit déclassement. Nous reviendrons au prochain conseil municipal pour acter la vente de cette bande où le propriétaire est installé aujourd'hui, ce qui lui permettra de vendre sa propriété. Des explications supplémentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 5. Apparemment, il y avait une petite erreur de numéro qu'on a renvoyée, c'est ça? Tout le monde l'a eu, la nouvelle délibération? Normalement, oui. Donc là aussi, on désaffecte, on déclasse. Vous vous rappelez, la dernière séance du conseil municipal, on avait prolongé un bail avec Canodis sur son activité commerciale à la Canocéan. Et entre Canodis et la SCI Framae, on s'est aperçu que la voirie communale, même si le terrain est occupé à la fois par les deux propriétaires, c'est un passage, une pointe. Si on a le plan, vous allez comprendre de suite. Vous l'avez vu, vous voyez, c'est la petite pointe entre U-Express et la pharmacie et le terrain qui est derrière. Cette pointe-là, aujourd'hui, elle est occupée par les deux, mais on s'est aperçu que finalement, c'était une propriété communale. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste quelques mètres carrés. Je peut-être pas, voilà. C'est la propriétaire de la parcelle, ok. A fait son... Alors, on a le propriétaire qui est à droite du plan, souhaite acquérir et s'emporter acquéreur, pardon. Je n'ai pas le plan exact avec les mesures. Combien de mètres carrés?
62, je ne l'ai pas dans la délibération, on va le rajouter dans la délibération. Vous êtes sûr de ça? Autrement, on ne rajoute pas. Hein. Autrement, on sera obligé de redélibérer. Mettez la bonne mesure. Hein. Donc, vous voyez cet espace-là, c'est la partie assurée. Vous l'avez tous en tête. Donc, on ne va pas mettre de mesure, autrement, on va être obligé de redélibérer. Mais on va acter le fait que dans la délibération, il y a ce plan avec cette hachure et cette bande de terrain qui est utilisée aujourd'hui par les deux propriétaires. On va constater bien sûr la désaffectation de l'espace situé entre les parcelles BE 736 et 174 qui constitue l'assiette d'une partie de la Nune. Vous voyez que cette parcelle, comme sur les autres, elle fait partie des voiries qui sont autour, donc c'est une partie qui est en domaine public. Donc on est là aussi pour prononcer le déclassement de l'espace situé entre ces parcelles et m'autoriser à signer tous les documents qui seront nécessaires à l'effectivité du dit déclassement. Ça sera une chose de régler et on s'en est aperçu bien sûr quand on a prolongé les baux et que j'ai repris bien sûr le dossier sur l'allongement du bail. Des questions? Des votes contre? Une trentaine? Bon, ça me va alors, ça me va. Une trentaine, ça me va. C'est pas très précis. J'espère que le contrôle de légalité ne va pas nous dire vous devez mettre le nombre de mètres carrés. Je pense pas, si ils mettent une trentaine, mais bon. On a les plans, donc ça va leur suffire, mais je suis toujours très méfiant. Autant ils ont dépouillé les domaines et les estimations, autant, oui, ça y est, je viens de le voir. C'est parce qu'on n'avait pas mis un chiffre, donc je vais chercher un chiffre. Parfait. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous poursuivons avec la délibération numéro 6, exercice du droit de préférence. On a vu passer justement cette vente. Comme nous sommes propriétaires à côté, il y a un droit de préférence qui s'exerce sur cette parcelle-là. Il se trouve que cette parcelle, elle est située, on va aller directement au plan, à côté du poste source de la route de Brache. Et comme RTE a des projets d'extension, mais que la réactivité à la fois de l'État sur ce sujet avec la signature d'un futur permis, mais aussi que RTE et Enedis sur le sujet ne sont pas très réactifs, et le processus peut-être est encore plus lourd que dans une collectivité, nous avons décidé de faire jouer notre droit de préemption, d'acquérir ce terrain parce que le prix nous le permet, et d'anticiper l'extension du poste source de la route de Brache. Donc ce terrain, il était important de l'acquérir, RTE n'avait pas le temps de le faire, donc nous avons l'intention d'acquérir ce terrain à la place de l'opérateur, et ensuite, par convention, on le recédera pour avoir une extension du poste source, qui aujourd'hui est très compliqué. Et là, vous allez peut-être une fois de plus tomber des nues, mais nous sommes en loi littorale, et une extension de poste source qui sert à la Cano pour son développement, on est en train de nous le dire qu'il faut le faire en continuité d'urbanisation. Donc je n'imagine pas le poste source au milieu de la place de l'église, mais c'est ce que souhaite l'État aujourd'hui. Donc je suis en train de travailler au sein du Comité national du trait de côte, mais aussi à l'Association des maires de France, pour que la loi littorale prenne en compte des dérogations. Je ne remets pas surtout en question la loi littorale, mais au moins sur des équipements d'intérêt public, sur une extension de porte-source, pour un pylône téléphonique, pour un relais, pour une déchetterie. Ben aujourd'hui, on nous demande de les mettre en centre-ville. Et on applique à la lettre la loi littorale. Donc le bon sens ne prime pas dans les services déconcentrés de l'État, mais pas non plus à Paris, où apparemment, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais ils ont d'autres préoccupations. Donc voilà, nous, on a les mains dans le cambouis, et tous les jours, on se retrouve confronté à des errements aussi bêtes qu'un refus d'extension du poste source. Ça me permet de l'évoquer, mais nous, on anticipe et on souhaite bien sûr, acquérir cette parcelle pour que le poste source soit étendu. Donc la cession, elle fait 6 000 €, et je vais chercher aussi la surface qui est de 2338 mètres carrés. C'est situé bien sûr à Majos Ouest, et nous préemptons sur les propriétaires qui sont, je les ai par là, monsieur et madame, ah oui, Lartigot, les consorts Lartigue et Vigneault. Voilà. Donc vous avez joint le document officiel des conditions de la vente, et nous préemptons bien sûr et nous exerçons le droit de préférence par cette délibération, et m'autoriser bien sûr de procéder à l'acquisition du bien précité. Des commentaires? Je me doute que...
à part sur la loi littorale, on va pas en avoir, mais des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 7, convention de recours au service d'accompagnement à la gestion des archives de centre de gestion de la Gironde. Hein. Ceux qui sont là depuis 12 ans, ils doivent être à la 4e ou 5e signature des conventions, où on peut se féliciter, c'est du travail qui a été mené par les services et par les élus depuis tout ce temps-là, puisqu'on a aujourd'hui un local qui est dédié à nos archives, qui fait à peu près 100 mètres carrés, qui est en bas de la mairie au rez-de-chaussée sur le local qui est de l'autre côté de la cour. Ce local a été rénové il y a quelques années, il est aujourd'hui climatisé. Toute notre historique, en particulier, moi, ce que j'adore aller de temps en temps me replonger dans les archives du syndicat mixte, m'en a inspiré parfois. Je disais lors de l'inauguration du CPA aux représentants de l'État, mais aussi aux parlementaires qui étaient là, si on devait refaire aujourd'hui la ZAC, la MIACA et tous les équipements qui profitent au cannelé aujourd'hui, on finirait l'aménagement en 2135. Voilà, donc sympa d'avoir tous ces documents classés. Aujourd'hui, ceux-là sont classés. Mais ça fait tous les 2-3 ans, mais re-signer ces conventions pour nous permettre à nos services de travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous l'avez vu à l'urbanisme avec tout ce qui a été fait en termes de rangement et de classification. Si vous souhaitez, mes chers collègues, visiter aussi les archives, c'est possible de le faire, bien sûr, et de regarder comment on est organisé aujourd'hui dans la recherche de documents, mais aussi pour préserver à l'aide de la bonne hydrométrie et de la bonne température nos documents pour les futures générations. Voilà, donc cette délibération, elle précise que nous renouvelons la convention avec le service d'accompagnement, puisqu'il y en a une en cours, et m'autorise à signer la convention correspondante et bien sûr inscrire les crédits correspondants au budget. Et vous avez la convention cadre qui est annexée à la délibération. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 8, travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement, demande de subvention, agence de l'eau, Adour-Garonne. C'est ce que je vous ai parlé en présentation avant de démarrer la séance du conseil municipal. Donc c'est des travaux importants, hein, co-estimatif 627 330 euros, projet 680 820 euros, parce que la maîtrise d'œuvre est de 33 490 euros, avec la réhabilitation, je l'ai cité tout à l'heure, du réseau et de son poste de refoulement du bassin versant Cantelode, avenue de la Côte d'Argent. Hein. Ensuite, la réhabilitation de la conduite de transfert des effluents vers la station d'épuration des Pellegrins, puisque c'est à peu près 1,5 km où on change le dimensionnement du tuyau. Nous avons aussi, pour pallier ces problématiques, engagé une mise en œuvre d'un programme de travaux qui consiste à renforcer le poste et renforcer le bide-pompage, renforcer 4 boîtes de branchement, reprendre l'étanchéité de regard, c'est important, découper les branchements pénétrants, réhabiliter un chemisage de réseau qui est situé à Avenue de la Côte d'Argent sur à peu près 370 mètres linéaires, reprendre en fouille de l'ensemble des branchements de la jaune de chemisage. Le coût estimatif est de 420 058 euros et 439 780 euros avec les frais de maîtrise d'œuvre. Donc vous connaissez, puisque je vous l'évoquais tout à l'heure, le contrat territorial fleuve côtier du bassin d'Arcachon qui a été validé lors du conseil d'administration de l'agence de l'eau lors de sa séance du 10 avril 2025. Les conclusions aussi du schéma directeur. Nous sommes aussi en révision de nos schémas directeurs. Il y aura dans le prochain mandat aussi à renégocier avec notre fermier, donc c'est des moments importants. Donc nous avons aussi des travaux engagés, nous allons les engager pour l'année 2025. Et ce coût des travaux est financé à 50% par l'agence de l'eau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui va nous permettre d'avancer à grands pas et de pouvoir justement, à travers nos plans pluriannuels d'investissement, gagner beaucoup de temps sur nos investissements et ne pas engager non plus une trop grosse hausse du prix de l'eau et de l'assainissement sur la commune. Donc on peut se féliciter à la fois de l'aide du syndicat sur ce sujet-là et à tous ceux qui se sont impliqués chez nos agents dans ce programme-là sur les 5 ans qui viennent, puisque ça sera 6 millions d'euros. Donc demander à l'agence, bien sûr, le 50% du montant total du projet et m'autoriser à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'agence de l'eau, même si le projet est acté. Il faut, par délibération, demander cet argent-là qui va financer nos futurs travaux. Des questions supplémentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 9, convention de partenariat pour l'expérimentation de navettes de transport à la Cano. Nous sommes sur la dernière phase de délibération,
puisque vous savez que cette compétence transport, elle est détenue par notre partenaire, la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'insiste sur le mot partenaire, parce qu'aujourd'hui, notre partenariat se limite presque à la région Nouvelle-Aquitaine, et bien sûr à l'État qui participe aussi à ce développement, mais déléguer sa compétence, la région doit le faire. Et à qui elle peut le faire? Elle le fait à la communauté de communes. Et la communauté de communes Médoc-Atlantique est désignée autorité organisatrice de second rang, délégataire de la région pour l'exploitation à titre expérimental, je le précise, et temporaire, d'un service de transport sur la commune de Lacanau. Donc, Médoc-Atlantique souhaitait établir un partenariat technique et financier au travers d'une convention qui comporte la répartition des tâches techniques et comptables entre les deux parties, la répartition des financements de l'expérimentation selon un plan prévisionnel qui pourra être amendé en considération de l'exécution. Donc ça, c'est des précisions importantes. Et nous sommes là pour adopter la convention de partenariat avec Médoc-Atlantique, puisque vous savez qu'on récupérera ici toute la partie administrative et le retrait de ces autorisations de navette et la possibilité de monter dedans. Où je suis heureux, c'est que cette mise en place, elle est préparée depuis longtemps. C'était notre schéma des mobilités, rappelez-vous, c'était l'étude d'aménagement durable de la station, c'était notre agenda 21, Madame Mackay. Toutes ces choses-là que nous avons mis en place et que nous commençons à cocher toutes les cases. Nous n'aurions pas eu toutes les subventions du PPA à l'océan, mais aussi de toute la traversée de voies douces depuis le cimetière jusqu'au lac. Donc nous sommes encore sur cette mobilité-là qui va permettre aux canolés qui ont une voiture mais qui ne souhaitent la laisser dans leur garage de pouvoir se déplacer sur un transport collectif, et ça c'est important, et permettre à tous ceux qui finalement n'avaient pas moyen de déplacement entre la ville et l'océan de pouvoir le faire, et en sens inverse bien sûr, de l'océan à la ville, pour bien sûr bénéficier de nos services, mais aussi pour embaucher, pour venir travailler, et pour faire bien sûr profiter aussi de la vie. Donc ça c'est important de le préciser. Et puis je suis doublement content, puisque depuis quelques années, à travers notre politique de stationnement, nous avons un peu rempli le petit cochon. Donc, ou l'écureuil, comme vous préférez, suivant sa tirelire, mais c'est ce budget transport, ce budget parking qui nous permet aujourd'hui de ne pas gréver notre épargne. C'est-à-dire que même si on va financer une partie de ces transports, notre épargne reste à la même, elle va même peut-être un peu augmenter, puisque cette année a été une belle année, en particulier, je le disais tout à l'heure, sur l'immobilier, mais aussi sur le budget parking. Donc on va maintenir notre effort d'épargne, et on va financer, de par le transfert de budget annexe, la navette de transport sur la part qui nous est dédiée. Ce n'est pas des sommes extraordinaires. Pourquoi elle n'a pas été mise en place au mois de mai, puisque nous avions, je l'avais déjà énoncé en conseil municipal, nous avions eu des appels d'offres tout à fait incroyables. Donc nous les avions déclarés infructueux, et nous avons relancé des appels d'offres derrière avec quelques petites modifications, mais surtout, et je tiens à le préciser, l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'est beaucoup plus impliquée à travers ses opérateurs et qui les connaît bien, et de la communauté de communes. Donc la deuxième offre s'est révélée fructueuse et bien plus fructueuse, et nous laisse à penser que cette offre financière est pensée parce que Lacanau, justement, a déjà une offre de transport avec la région Nouvelle-Aquitaine et le 421, a déjà une bâche de transport à la fois à la zone de la Meule avec un directeur d'exploitation et à la fois à Lacanau-Océan à côté du casino. Dans la première offre, on comptait un directeur d'exploitation pour une ligne, des zones de stock. Enfin voilà, c'était déraisonnable. Aujourd'hui, ça va coûter à la ville à peu près 140 000 euros par an, la communauté de communes à peu près la même chose, la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'État qui va nous accompagner sur cette expérimentation, je le rappelle, qui va nous permettre, après, rappelez-vous, la participation de 450 contributions on a eu sur des canolés, sur ces navettes de transport, de aussi valider ce que nous avions proposé déjà depuis longtemps sur ces navettes interquartiers. On verra arriver la navette estivale en suivant avant l'été prochain. Donc enfin, après un long travail de partenariat avec toutes les collectivités supérieures, l'État et la communauté de communes, de nous permettre aujourd'hui d'engager ce transport qui, je l'espère, sera un grand succès. Il y aura une première manifestation où ceux qui seront disponibles sont amenés à faire le premier voyage. Mais moi, le premier qui fait beaucoup d'allers-retours entre la ville et l'océan, vous risquez de me voir souvent dans la navette, ce qui m'évitera. Je pourrais même travailler pendant 20 minutes, puisque quand je conduis, vous doutez bien que je ne regarde pas les documents. Je ne le fais jamais.
Donc c'est important de dire que ce service-là, c'est bien sûr un gros progrès en termes de développement durable de transport collectif, mais c'est aussi un projet social pour la ville, puisque vous savez qu'on en souhaite toujours, et on se l'est toujours dit entre nous, que on doit tous bien vivre ensemble, qu'on doit laisser personne au bord de la route. Donc peut-être que c'est la façon de le dire, mais on va pouvoir permettre à tous ces gens-là de pouvoir être véhiculés, mais faire aussi ce qui fait les plus grandes économies en production de CO2 et de pouvoir préserver notre bel environnement, même si nous ne sommes pas les plus impactés. Voilà. Donc nous devons adopter la convention et m'autoriser à représenter les documents afférents. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc là, ça aurait dû être la partie Monsieur de Bever. Donc on va se partager la tâche avec Madame Mackay, puisque nous sommes sur la délibération numéro 10, avec le budget annexe assainissement sur une décision modificative numéro 2. Hein. Vous avez l'habitude, bien sûr, de travailler ces modifications. Alors on va peut-être être un peu plus précis, puisqu'il faut intégrer, ajuster les crédits de charges de personnel qui ont été légèrement sous-estimés au budget primitif, intégrer la régularisation relative à un transfert de droit à la déduction de TVA, régulariser l'amortissement pour 441 € et modérer les transferts de crédits réalisés en DM1 pour la création de l'autorisation de programme intitulée Réseau d'eau et d'assainissement. Les crédits qui avaient été réduits de 498 000 € convient de les augmenter de 74 000 € comme pour la DM1. L'équilibre est fait bien sûr par l'ajustement de l'emprunt, puisque les tableaux qui suivent vous montrent toujours qu'on est à l'équilibre, mais que ces rectificatifs se portent plutôt sur les dépenses d'investissement pour 74 000 €, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Un sujet aujourd'hui qui est d'actualité, hein, avec la délibération numéro 11 et l'exonération de la taxe foncière pour la création d'entreprises. Alors, pas à vie, vous vous doutez bien. Vous regarderez qu'on a tellement voulu décider qu'on a écrit 2 fois la même phrase en fin de délibération. Donc, vous l'avez tous vu, je me doute. Donc aujourd'hui, on est là pour décider d'instaurer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches ruralité et revitalisation, ceux dont nous faisons partie. C'est les anciennes ZRR. Hein. C'est les anciennes ZRR qui aujourd'hui s'appellent les FR, les F2R, qui sont mentionnés bien sûr aux articles du Code général des impôts et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier justement de l'exonération. Par contre, je ne vois pas à l'issue de la période d'exonération. D'accord, voilà. Nous sommes sur 5 ans, comme dans les ZRR. Nous délibérons, mais vous êtes déjà dans une ZRR, donc vous avez déjà cette exonération, mais nous avons l'obligation de délibérer. Donc celui qui crée une entreprise à la Cano, nous sommes en ZRR, ce qui me semble un peu curieux. Donc après vérification, j'ai regardé un peu les critères. Donc nous devons cette classification à nos amis du Nord, qui sont peut-être un peu moins riches que nous. Et comme nous sommes en communauté de communes avec eux, nous bénéficions de ces critères-là. C'est pour ça que certains, en particulier les professions libérales, rêvent de s'installer à Cano, mais l'ont déjà fait. Donc ça peut paraître injuste, mais c'est quand même important pour une jeune entreprise qui s'installe d'être exonérée de tout ça pendant 5 ans. Ça leur permet de s'installer dans le temps, et c'est plutôt assez sympa. Donc on doit décider justement d'instaurer cette taxe à la Cano. Vous le verrez dans le budget, on a aussi bénéficié d'une belle subvention de 100 000 € de par le PNR, puisque nous sommes un territoire rural. J'ai eu un peu de mal à sortir de la réunion sans me cacher, parce que des fois l'État qui cherche à faire des économies, à attribuer ces subventions sur des critères qui, moi, je me dis qu'il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour faire des choses aussi bêtes. La Cano en bénéficie, j'en suis très heureux, mais elle est calculée au nombre d'habitants au kilomètre carré. Ça ne veut pas dire qu'on est pauvre quand on fait le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc je vais vous le dire, et je vais interrompre la séance du conseil municipal pour pas que ça soit dans le compte rendu. Jamais comme ailleurs. Y a-t-il des votes contre? J'avais fait voter, je ne sais plus. Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Elle est passée où la 11? On me l'a sortie, celle qui est... Mais oui, je la trouve plus.
Bon, allez là. Donc nous avons délibéré. Expérimentation sur les mobilités, convention de mandat comptable pour la vente des abonnements. Hein, je rejoins la délibération, nous avons parlé de la navette. Vous connaissez les tarifs, hein, nos jeunes, ça va leur coûter 1 euro par mois. Hein, 1 euro par mois. Donc c'est plutôt une très très belle chose. Et pour les grands, ça coûtera 2 euros par mois. Donc c'est plutôt assez sympa. Après, il y aura un ticket, bien sûr, hein, pour les touristes, tous ceux qui veulent l'apprendre au quotidien. Mais les canolés pourront se déplacer de l'océan à la ville et de la ville à l'océan pour 2 euros par mois ou 1 euro par mois. Donc c'est plutôt une belle chose. Nous allons, pendant cette période-là, au moins pour les 6 mois qui viennent, attendre vos retours là-dessus, puisque c'est une navette expérimentale. Donc on va regarder, on va observer comment on va pouvoir améliorer le système derrière. La navette estivale prendra le relais, je l'espère, au mois de juin. Le PEM est en fin d'enquête, donc j'espère qu'aussi on va pouvoir réaliser pour justement centraliser ces mobilités et avoir vraiment ce pôle d'échange multimodal qui est dans toutes les communes modernes et qui permettent justement de se projeter dans l'avenir. Donc aujourd'hui, ligne régulière, navette interquartier, ligne estivale gratuite sur la navette Océane, qui permettra aussi bien sûr aux océanistes de se déplacer vers tous les services. Donc c'est motorisé à signer la convention de mandat qui est annexée avec la communauté de communes Médoc-Atlantique. Cette convention, bien sûr, précise dans ces articles-là tout ce qu'il va être fait à travers cette gestion comptable. Donc on a souhaité bien sûr se voir confier la vente des abonnements pour cette ligne-là. Les tickets à l'unité, eux, ils seront vendus dans les bus et gérés par la société titulaire du marché. Et nos services à l'hôtel de ville et à la mairie annexe seront chargés de vérifier l'âge et la qualité de résident communautaire. Comme vous venez par informatique prouver que vous êtes bien canolé pour bénéficier de votre macaron de stationnement. Moi je dis toujours que macaron pour que tout le monde comprenne, même si on ne parle plus de macaron. Donc on a eu bien sûr un avis conforme du chef de service de la gestion comptable à Pauillac. Ça a été aussi une belle partie de ping-pong avec tous les services de comptabilité publique. Aujourd'hui, cette convention a été validée pour tout le monde. Nous avions aujourd'hui à délibérer en ce sens. Des commentaires sur les mobilités sur cette convention? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 13. C'est bien que je la présente parce que M. de Bever ne lâche pas l'argent comme ça. Ou c'est toi qui la présente? Ah, c'est parfait alors. Non, je pensais que c'était. Je m'arrêtais à la 13. Eh bien alors je vous laisse, Madame Baquet, présenter ces deux belles. Alors finalement, moi j'annonce que des nouvelles moyennes, toi tu annonces des bonnes nouvelles. Oui, bonsoir à tous. Donc non, je continue dans les bonnes nouvelles après la navette. C'est également une délibération concernant les mobilités et les aides. Donc il s'agit des aides à l'acquisition des vélos pour les canolés. Donc lors du conseil municipal du 2 juillet 2025, a été attribué les premières aides aux canolés ayant présenté une demande complète d'aide à l'acquisition de vélos jusqu'au 13 juin dernier. Depuis cette date, on a reçu 25 nouvelles demandes. 20 ont été réputées complètes, 4 étaient inéligibles et une incomplète. Et 2 dossiers qui faisaient partie des demandes antérieures ont été qualifiés de complètes désormais. Donc je vous rappelle que la commune attribue l'aide que nous avons fixée le 9 avril 2025 pour les dossiers complets et ça répond aux critères suivants. Donc l'aide est accordée aux personnes majeures physiques résidant à titre principal sur la commune de Lacanau. Le soutien à l'acquisition de vélos concerne les vélos musculaires ou assistance électrique, neufs ou d'occasion. Et cette aide forfaitaire est graduée en fonction de 2 niveaux de ressources exprimés en quotient. Et ensuite, il est bonifié pour l'acquisition des vélos d'occasion. Donc pour mes mots, le montant de la subvention est compris de 100 à 300 euros selon les caractéristiques précitées et est plafonné à 50% du prix d'achat. Donc le total des aides éligibles par les demandeurs ayant fourni un dossier complet ou complété depuis le 14 juin est de 4 325 euros. Donc vous êtes aujourd'hui invités à délibérer pour prononcer le refus et les attributions avec les bénéficiaires et les montants d'aide. Vous avez donc le tableau dessous. Vous avez simplement les initiales des bénéficiaires et le montant qui ont été attribués pour chacune des personnes et également les personnes qui n'avaient pas complété correctement le dossier.
Et vous êtes aussi invité à délibérer pour affecter un second montant total d'aide de 4 325 €, selon la répartition présentée au tableau précédent. Merci Madame Baquet. Ça fait, oui, c'est 3-4 mois. Hein. Donc c'est déjà un très très beau succès et où je me réjouis parce que je suis installé dans le bureau quand même depuis quelques années. Je ne voyais pas grand monde passer en vélo là ou alors ils serraient les fesses. Aujourd'hui, c'est toute la journée en continu que je vois passer. Alors, il y a des vélos cargo, beaucoup. Hein. Certains se sont modernisés, des vélos électriques, des piétons, des gens qui discutent, des gens qui s'arrêtent et qui passent devant la mairie ou vers les services ou vers les écoles. Ça, c'est plutôt assez sympa. Méfiance quand même. Moi, j'ai fait passer plusieurs messages aussi aux législateurs. Hein. Sur les vélos débridés, je vois passer des jeunes, des fois 2-3 sur des vélos électriques à une vitesse folle, sans casque, donc ça me fait un peu peur. Dans ma fille, j'ai vu passer comme ça, elle est vite descendue du vélo quand elle m'a vu. Mais non, ça peut être dangereux pour le pilote de ces vélos, mais aussi pour les gens qui traversent, pour les gens qui piétons. Et il y avait un débat d'ailleurs ce matin, je ne sais plus sur quelle chaîne, parce que j'étais en voiture, où les gens témoignaient des accidents où leurs enfants s'étaient fait percuter par des vélos électriques qui roulent parfois à 50 ou 55 à l'heure. Vous voyez beaucoup moins de scooters sur nos enfants roulent moins en scooter à la Cano. Ils ont tous le même vélo. Je ne sais pas s'il y a un achat de gros ou si c'est tombé du camion, mais je suis surpris par tous ces enfants qui roulent en vélo électrique. Donc ça ne me réjouit pas trop parce qu'ils ne font pas trop d'efforts. Hein. Ils vont manger des hamburgers, ils boivent du coca et ils font du vélo électrique. Donc, mais par contre, en termes de mobilité et de décarbonation, là, c'est plutôt pas mal. Et ça a permis aussi à certains de se remettre en selle. Ceux qui avaient un peu abandonné le vélo, je vois passer des gens qui pédalent parce qu'ils sont en assistance électrique et même électrique. Et ça permet de faire de l'exercice. Donc c'est plutôt assez sympa. Donc cette mesure, je ne pensais pas qu'on aurait autant de succès aussi vite. Donc merci pour le boulot qui a été fait par vos équipes, Madame Baquet, et par vous-même. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération numéro 14, modification du règlement d'intervention du Fonds d'aide à la rénovation énergétique des logements Canolé. Madame Baquet. Oui, donc ici, il s'agit de modifier le règlement. Donc, lors du conseil municipal... Non, je vérifie si ça fonctionnait toujours. Mais là, il faut que tu coupes. Lors du conseil municipal du 9 avril dernier, donc, on a adopté le règlement d'intervention du fonds d'aide à la rénovation énergétique du logement des Canolés. La commune souhaite attribuer les premières aides pour les dossiers qui répondent aux critères d'éligibilité. C'est la délibération suivante. Mais pour cela, il fallait assurer le respect des exigences de protection des données personnelles, conduisant à ce que les bénéficiaires ne soient identifiables qu'à travers leurs initiales et conformément au RGPD. Donc le règlement d'intervention initial doit être modifié. Donc vous êtes aujourd'hui invité à délibérer pour adopter les modifications apportées à l'article 9 du règlement d'intervention du Fonds d'aide à la rénovation énergétique des logements Canolé. Et c'est tout. Toi, tu ne peux pas me couper la parole. Merci Madame Baquet. Oui, important de préciser aussi que si vous avez des voisins ou des amis qui vous interrogent sur ces aides, en particulier sur la rénovation du logement, que nos services, peuvent accompagner. On a le CREA aussi, donc important de leur signaler parce que les gens ne savent pas toujours le faire. Mais il suffit de se promener dans le village pour s'apercevoir qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, mais qui n'ont toujours pas les facultés ou qui n'osent pas faire les démarches ou qui ne savent pas tout simplement faire les démarches. Donc dites-leur bien que les services de la commune peuvent les accompagner. Donc ça, c'est plutôt sympa. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Numéro 14, modification du règlement d'intervention du Fonds d'aide à la rénovation énergétique des logements Canolé. Oui, pardon, non, j'étais toujours sur mon truc, j'ai fait voter. Première attribution d'aide à la rénovation énergétique des logements Canolé. Voilà, maintenant tu vas pouvoir parler de ce qu'on a déjà fait, mais qui, à mon goût, n'est pas assez mis en avant. Vous avez vu que les portails de l'État aussi se sont réouverts aujourd'hui, à la fois sur les véhicules électriques, mais aussi sur un site qui était bloqué sur la prime Rénov et compagnie. Donc on peut cumuler tout ça. Et quand on les cumule, ça fait des très très belles sommes pour rénover ces logements
en priorité la toiture ou l'isolation, mais aussi souvent les menuiseries des maisons. Et je m'aperçois que quand je traverse la Cano, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, donc là, je vais vous montrer les premières acquisitions, donc les premières attributions des aides à la rénovation énergétique. Donc le 9 avril dernier, donc, on avait adopté ce règlement. En 5 mois d'existence du dispositif, 4 dossiers de demande d'aide ont été enregistrés, dont 2 ont été réputés complets, un inéligible et un incomplet, qui va peut-être faire l'objet de compléments ultérieurs et qui donc peut-être sera élu ultérieurement. Donc je vous rappelle que la commune souhaite attribuer les premières aides pour les dossiers complets selon les critères suivants. Donc les personnes pouvant y prétendre sont des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs de logements d'habitation principale sur la commune. Ce sont des aides qui sont réservées aux bénéficiaires notifiés par la prime MaPrimeRénov' pour le parcours accompagné d'ampleur. Pour les travaux de rénovation énergétique avec une aide graduée selon le saut de classe énergétique atteint après travaux. Donc il faut que ce pourcentage au niveau de la prime Rénov' soit entre 20 et 40%. Dans la limite du taux d'écrêtement et en prenant en compte le cumul des aides octroyées. Et enfin, pour les audits énergétiques, il y a une aide forfaitaire de 150 €. Donc, le montant de la subvention est forfaitaire dans le cadre des audits énergétiques et peut aller jusqu'à une prise en charge de 100% du montant total du reste à charge des travaux, toujours dans le respect des taux d'écrêtement. Une seule subvention est accordée par foyer en 2025. Le taux d'écrêtement correspond à la somme totale des aides perçues, soumises au plafond de financement à ne pas dépasser, dont les seuils varient selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts des ménages. Le total des aides éligibles par les demandeurs ayant fourni un dossier complet à cette date est de 7 105,13 €. Donc, vous êtes aujourd'hui invités à délibérer pour prononcer les refus et les attributions selon le tableau suivant. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu 2 bénéficiaires qui ont eu des dossiers complets. Le premier a eu un montant d'aide attribué de 3 438 € et le second de 3 667,13 €. Et vous êtes aussi invité à affecter un premier total d'aide de 7 105,13 € selon la répartition que je viens de vous donner. Merci Madame Baquet. Important, hein. Alors, c'est des dossiers qui sont parfois complexes, je le répète, et on est là pour accompagner les canolaises et les canolais qui souhaitent s'engager dans la rénovation de leur habitat, et on peut s'apercevoir que ça va très vite, les économies d'énergie, quand on a un bâtiment qui est bien isolé. Donc merci pour le boulot engagé. Je reviens à la navette rapidement. Canéo est le système de transport qui sera déployé sur toute la communauté de communes plus tard. Hein. La Cano est la commune expérimentale qui le porte et qui en a donné l'idée. Canéo, il y a toutes les lettres d'océan dedans. Comme on est tous presque au bord de l'océan, sauf qu'ils sont sur l'estuaire, mais c'est aussi l'eau de l'océan parfois. Et la navette, pour ceux qui se rappellent certaines campagnes électorales il y a presque 20 ans, pas tout à fait, mais on avait appelé ça le lien, la proposition. Donc on sera bien sur un lien entre tous les canolais. Donc la navette canolaise, le système, c'est Canéo. Et nous sommes bien sur le lien. Des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 16, Madame Marza. Alors, non, on va la sortir de l'ordre du jour, cette délibération. Madame la DGS, vous dormez? Non. Bon, d'accord. On va sortir cette délibération, je vous explique rapidement pourquoi. Étant donné que de la salle, pour délibérer, doit sortir 4 élus de la majorité, et que nous avons que Cyril qui est présent, Camus, pour le groupe, je dirais pas le groupe d'opposition, puisque Cyril est quelqu'un qui est présent et qui respecte son mandat. Si on sort à 4, il n'y a plus le quorum pour voter. Donc très compliqué.
donc on remettra au prochain conseil l'organisation de ce vote. C'était pour la concession pour le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du Hugat, le transfert du contrat de la Société publique des Jardins du Littoral pour transférer le contrat de l'aire de camping-car. Mon cher Jean-François, c'est le petit camping à l'océan là que tu t'es occupé un peu. Je le remercie à chaque fois, mais Jean-François est un homme entier qui parfois s'engage au-delà de son temps libre. Et c'est vrai qu'il a fait un travail incroyable sur le camping. Et à cause de moi, tu as eu quelques cheveux blancs supplémentaires. Voilà. Merci pour le boulot et on retire cette délibération de l'ordre du jour. Merci à vous. Délibération numéro 17, convention avec l'association Quatre Pattes un Toit. Monsieur Renelot. Bonsoir à tous. Donc il est rappelé que le conseil municipal, que le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient en particulier de prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Donc la ville de Lacanau a conclu fin 2023 une convention avec l'association Quatre Pattes un Toit pour l'année 2024. L'association Quatre Pattes un Toit assure la protection des chats errants et des chats devenus libres. Elle évite la prolifération des chats et la propagation des maladies par la stérilisation, favorise une présence dans l'espace public respectueuse des conditions d'hygiène. Elle a également pour but d'informer et de sensibiliser à l'intérêt et à la nécessité de maintenir une vie sauvage régulée. Il convient donc de reconduire cette convention avec l'association Quatre Pattes un Toit pour 2025. Donc, considérant les constats récurrents relatifs aux divagations de chats errants dans de nombreux secteurs de la commune, considérant que la population féminine s'agrandit de manière importante compte tenu que leur reproduction ne fait l'objet d'aucun contrôle. Alors je vous passe les chiffres que vous voyez avec plus de 20 000 chats possibles en 4 ans avec un couple. Considérant la demande d'autorisation de l'association Quatre Pattes un Toit de procéder à la capture des chats non stérilisés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe ou dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification. Vu l'avis de la commission finances du 22 septembre, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'association Quatre Pattes un Toit conclue pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2025, ainsi que tout document y afférent. Merci monsieur Renelot. Je veillerai à ce que dans tes patrouilles de nuit, tu regardes s'il n'y a pas de chats qui divaguent dans la ville. Non, c'est des sujets importants où on peut se faire rattraper par la patrouille, donc il faut s'organiser. C'est jamais des missions très faciles, on pense que c'est des délibérations qui ne sont pas importantes, mais le bien-être animal, c'est quand même important. Et quand on voit ce qui peut se passer l'été sur les routes où certains... c'est pas un cadeau de Noël, un animal. Je le dis toujours, c'est souvent les parents qui se retrouvent à s'en occuper, c'est souvent les enfants qui les réclament, mais derrière c'est les animaux qui sont maltraités. Donc merci pour cette délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 18, modification du tableau des emplois permanents. Madame Fritsch. Bonsoir. Donc en fait c'est pour ouvrir le cadre d'emploi à la catégorie B de chef de police à l'agent qui occupait qui faisait les fonctions depuis 5 ans. Donc qui a eu une promotion au grade de chef de police. Donc c'est tout simplement pour l'ouvrir à la catégorie. Voilà. Ça a reçu l'avis favorable en CST avec mes collègues Cyril et Jackie ici présents. Merci Madame Fritsch. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 20, examen des rapports annuels des délégataires des services publics d'eau potable et d'assainissement. Monsieur Boisson. Ah, j'ai été trop vite. Madame Fritsch, c'est à vous pour la 19. Ce n'est pas très grave. Non, je suis perturbé par le pole dance, qu'il faut absolument être à l'heure. Ça doit être ça.
Donc en fait, c'est une adhésion donc, pour la carrière, enfin lors de la retraite de nos agents. Bon, non, ça n'intéresse personne. C'est pas grave. En fait, c'est une adhésion au centre de gestion car nos services, notre service RH n'a plus accès à certaines données où quand une personne, un agent partait à la retraite, le service pouvait l'accompagner dans ses démarches. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, pour certains agents, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons décidé d'adhérer au centre de gestion et pour accompagner au mieux nos agents lors de la constitution de leur dossier pour leur retraite. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement nécessaire pour nos agents. Alors, je pense que tu te trompes quand tu dis que ça ne nous intéresse pas. Moi, je relève que ça va nous coûter encore de l'argent, mais que c'est... Non, mais je vais aller plus loin. Je me dis, c'était un service qui était rendu. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on ne met pas à disposition les moyens techniques. Je ne suis pas sûr que le centre de gestion qui a traité tous les départs à la retraite du département puisse remplir cette mission d'un seul coup. Ce que je souhaiterais, ma chère Corinne, que tu fasses passer le message à la directrice. On a quand même aujourd'hui des moyens de les accompagner, uniquement vérifier s'ils sont bien sur les plateformes. Et aujourd'hui, il suffit d'aller sur Info Retraite, sur le site de France Connect et de tout ce que met à disposition l'État pour avoir le récapitulatif de sa carrière. Je pense que c'est bien que le centre de gestion prenne la main et accompagne nos agents, mais je sais aussi que certains ont été en grande difficulté au moment de partir à la retraite et qu'on peut peut-être jeter un œil et vérifier si l'agent a son compte sur France Connect et peut accéder à ces informations d'info retraite sur les sites de l'État qui sont plutôt pas mal faits. Ils ne sont pas toujours à jour, mais ça permet déjà quelques années avant sa retraite de voir si tout a été pris en compte, que tout est trimestre est déjà validé, ce qui a validé, et pas s'en occuper comme j'ai pu voir certains agents 6 mois avant de partir. Voilà ce que je voulais préciser, Madame Fritsch, mais délibération importante puisque c'est le centre de gestion qui va gérer, mais je ne veux pas qu'on se débarrasse du problème parce que c'est un vrai problème pour certains. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Boisson, c'est bien à vous cette fois-ci avec l'examen des rapports annuels des délégataires eau potable assainissement. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la commune de Lacanau a délégué sous forme de contrat de concession ses services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif. L'article 52 de l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession prévoit que le concessionnaire produit chaque année un rapport qui doit notamment permettre à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Les 2 délibérations qui suivent d'ailleurs seront un petit peu plus détaillées sur chacun des rapports. Les rapports annuels établis par le délégataire pour le dernier exercice écoulé ont été reçus de la part des délégataires des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif. La copie papier de ces rapports est à votre disposition pour information auprès de la directrice générale des services. Alors, première délibération, vu les rapports annuels établis par le délégataire des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour le dernier exercice écoulé, vu l'avis de la commission bâtiments, voirie et réseaux divers rendu lors de sa réunion du 17 septembre 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour prendre acte de la présentation et de l'examen des rapports annuels des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif, que l'on va voir dans les délibérations qui suivent. Ouais. Préciser que, alors on le verra, et je pense que M. Poisson va avancer ces chiffres-là, mais on est revenu à des niveaux de prestations qui étaient définis, même au-delà du contrat. Hein. On a retrouvé des taux de fuite qui me plaisent. Je me souviens d'une réunion dans cette salle il y a un peu plus de 2 ans avec le grand patron de notre fermier. Il était tout blanc, il avait la mâchoire serrée. J'ai dit, il va tomber dans les pommes. Parce qu'on avait vraiment eu du laisser-aller sur cette année-là. Les progrès qui ont été... Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils se sont remis au travail correctement, qu'ils ont fixé des équipes sur la commune qui commencent à mieux connaître le réseau. Ça avait été après le départ, ah ben oui,
c'était un peu compliqué de passer derrière lui, mais on va partager les bénéfices de cette réussite avec le fermier, parce qu'ils se sont appliqués sur les 2 dernières années, mais c'est nos investissements avec le nombre de mètres de tuyaux et tout ce que l'on a fait, et tout qui vit aujourd'hui porte ses fruits. Et avec ce qu'on va engager dans les 5 prochaines années, je peux vous dire les objectifs du prochain contrat, j'espère qu'on arrivera à 90%. Quand on voit la moyenne des communes de Gironde aujourd'hui, c'est entre 60 et 70%. La Cano, on est à 86%, tu vas le citer tout à l'heure. Et on est en train de nous dire qu'on va nous prendre entre 10 et 12 millions de mètres cubes d'eau sur les champs captants du Médoc. Bon, cet argent-là, qui représente aujourd'hui 120 à 130 millions d'euros, peut-être qu'ils auraient pu, les bassins, là, les syndicats qui s'occupent de l'eau sur Bordeaux et autour de Bordeaux, quand on voit leurs chiffres de fuite, ben, ça représente 2 fois la consommation des champs captants. Donc moi je me pose beaucoup de questions sur le sérieux de ces gens-là qui ne surveillent pas leur contrat et qui aujourd'hui ont des taux de fuite entre 30 et 40%. C'est pas normal. Donc oui, l'eau ça coûte. Ils la paient plus cher en plus. Les abonnés de ces syndicats ou de ces communes paient l'eau plus cher que nous. Donc on peut se dire qu'on n'est pas trop mauvais, mais un contrat de l'eau, ça et de l'assainissement, ça se suit. C'est ce que l'on fait à longueur d'année. Et quand on regarde le nombre de kilomètres de réseau dans une commune aussi immense que la nôtre, bah, je connais pas trop mal quand même, hein. Je ne veux pas qu'on attrape la grosse tête, mais quand on vient nous dire l'eau ça se partage, j'ai dit moi je réponds l'eau ça se gère et vous allez mourir de soif. Voilà, parce que ces gens-là nous méprisent en plus. C'est ça qui est terrible. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Boisson, on démarre avec la 21 sur le service d'eau potable. Alors le document dont on va parler, c'est le rapport annuel 2024, donc c'est l'année 2024 de la ville de Lacanau sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, présenté conformément aux articles du Code général concerné. Le service d'eau est géré par la commune en affermage et délégué à la société Suez Eau France depuis le 1er mai 2017 pour une durée de 11 ans et 8 mois. Alors les points clés, comme d'habitude, tous les ans, j'essaie de passer quelques points clés. Population desservie, la population a été estimée à 5710 habitants en 2024, un chiffre qui ne prend pas évidemment en compte la population estivale. Les abonnements en 2024, le nombre total d'abonnements était de 6732, soit une légère augmentation de 0,3% par rapport à 2023. La qualité de l'eau en 2024, l'eau distribuée était conforme à 100% des paramètres bactériologiques et physico-chimiques mesurés, selon les résultats du contrôle réglementaire. Le rendement de l'eau, on vient d'en parler, le rendement du réseau de distribution a augmenté de 3,8 points entre 2023 et 2024, atteignant 85,8% exactement. Cette amélioration donc, est attribuée à une politique plus efficace de détection de fuites et le nombre de fuites réparées a diminué de 28 en 2023. De 28 en 2023 à 26 en 2024. Renouvellement des réseaux en 2024, 2248 mètres de canalisation ont été renouvelés, ciblant des zones sensibles, et le taux de renouvellement du réseau s'élève à environ 1%. D'un point de vue finance, le prix total, toutes taxes confondues pour une consommation de 120 mètres cubes a augmenté de 6,9% en 2025, donc au 1er janvier 2025, par rapport à 2024, passant de 203,96 € en 2024 à 217,99 €. Vous verrez qu'avec le prix de l'assainissement, au total, la note en fait a diminué. Donc je préciserai tout à l'heure. La part de la collectivité dans la facture pour une consommation de 120 mètres cubes a augmenté de 5% en 2025 et les redevances de l'agence de l'eau ont également augmenté et c'est là où on voit tout l'intérêt d'aller chercher des financements. Elles ont augmenté de 75% cette année, enfin entre 2024 et 2025. Le montant total des travaux engagés en 2024 était de 1 698 000. Oui, pour la redevance de l'agence de l'eau, j'ai fait un petit calcul aussi pour essayer d'estimer combien ça représentait en termes de facturation. Ça veut dire que les canolés donnent à l'agence de l'eau 379 000 € environ. Donc si on va chercher 500 000 €, on voit bien qu'on va être bénéficiaire sur ces activités-là.
L'encours de la dette a diminué de 988 000 euros à 805 000 euros entre 2023 et 2024. Et le montant des travaux en 2024, j'en ai déjà parlé, c'est à peu près 1 700 000. Enfin, l'indice de connaissance du réseau, qui est l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau, a un score de 110 sur un total de 120 points. Regardez dans le rapport, il y a tout un tas il y a un tableau complet qui explique comment le gestionnaire maîtrise bien le réseau. Le seul point manquant est l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations qui est en train d'être, qui a été déjà déployé durant l'année 2025. Vu l'avis de la commission bâtiment, voirie et réseaux divers rendu lors de la réunion du 17 septembre 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable de la commune de Lacanau pour l'année 2024, dire que le rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau potable sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération, et charger monsieur le maire de mettre ce document à la disposition du public. Merci Jérémy. Moi je renvoie mes chers collègues à la page 4 au forage de la commune. Je parlais toujours d'innovation, d'anticipation. Là, l'eau, on travaille sur 10 ans, 15 ans. C'est des équipements, d'ailleurs, on recevra demain la Banque des Territoires, ou après-demain. On va parler de gros investissements sur de longues années. Et comment la Banque de Territoire, puisque c'est le COMEX, les 6 plus gros, les plus têtes de la Banque des Territoires. Hein. Vous en connaissez un qui est passé, puisqu'il était venu à Lacanau, c'est le ministre démissionnaire des Finances aujourd'hui. C'était le président de la Banque des Territoires. Et son remplaçant sera demain ou après-demain, je ne sais plus. Après-demain à Lacanau avec le directoire pour parler justement de trait de côte, pas uniquement de Lacanau, hein, du littoral français. Moi, je reviens au forage. Aujourd'hui, on a 5 forages. Et ils produisent à peu près 1 million de mètres cubes par an d'eau. Donc c'est plutôt, on a rebaissé, donc c'est plutôt bien, hein, puisqu'on on a gagné en habitants, on a gagné en fréquentation, et nos forages produisent moins, on a moins de consommation d'eau, donc ça veut dire qu'on la gère mieux. Avec 4 forages, on arrive à produire pour tout Lacanau. Donc on a toujours un forage de secours qui nous permet justement de basculer de l'un à l'autre. Sauf qu'il y en a un que moi je regarde depuis de nombreuses années, c'est celui de l'océan. Où il y a une petite salinité qui augmente d'année en année, très très peu, mais un jour, on sera amené à ce forage-là, à aller le remplacer, à aller le faire ailleurs. Ça, il ne faut pas en douter. Ça a un certain coût, mais j'ai déjà imaginé son financement, parce que là où il est placé, le foncier vaut très cher. Donc, je pense que ce forage-là, je suis déjà en train d'imaginer peut-être pour anticiper et sortir ce forage d'où il est aujourd'hui, parce que la salinité de ce forage, un jour, dépassera les critères qui permettent de l'exploiter. Mais sachez qu'avec 4, on peut alimenter tout Lacanau. On a déjà maillé des réseaux qui permettent de passer d'un forage à l'autre. Enfin, on a fait des choses assez incroyables pour éviter justement toute panne. Et le forage peut alimenter d'autres réseaux qu'il le fait d'habitude. Donc, non seulement on a baissé, 4 peuvent alimenter Lacanau, et on prévoit déjà leur remplacement du futur forage de Lacanau-Océan qui a un peu de salinité. Et ça, c'est important de le dire. La ressource en eau, on s'en occupe des années avant. Des questions sur le rapport? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à l'assainissement collectif. Monsieur Boisson. Alors, même chose pour l'assainissement. De la même manière, c'est le même délégataire, évidemment, pour le même contrat. La population et abonnements, donc le nombre total d'abonnements au service d'assainissement s'est élevé à 6 362 en 2024, ce qui représente une augmentation de 0,3% par rapport à 2023. Au niveau service et performance, le service gère 66 postes de refoulement, 130,9 km de réseau et une station d'épuration que l'on connaît tous. Le volume total d'eau usée collectée et traitée en 2024 était de 951 866 mètres cubes, soit une diminution de 5,7% par rapport à 2023. Le rendement du réseau de collecte s'est amélioré, passant de 68,9% en 2023 à 73,8% en 2024. Cette augmentation s'explique par la diminution des volumes d'eau usée traitée et des volumes d'eau mis en distribution, ainsi que par la réduction des entrées d'eau claire parasites.
Un programme de renouvellement a permis de réhabiliter 319 mètres de canalisation en 2024, ciblant les tronçons les plus dégradés. D'un point de vue finance et tarifs, le prix total TTC pour une consommation de 120 mètres cubes a baissé de 5,3%. Je vous le disais tout à l'heure, pour l'eau, c'était une augmentation de 6,9%, là une baisse de 5,3% pour 2025, passant de 281,09 euros en 2024 à 266,12 euros en 2025. Ce qui fait au global une baisse de moins 0,2%. Donc en fait, on reste sur des prix pour 120 mètres cubes entre l'eau et l'assainissement qui restent stables pour les habitants. Les tarifs de la part de l'exploitant ont connu une augmentation annuelle. La part fixe est passée de 33,57 euros hors taxe en 2024 à 33,14 de 33,14 en 2024 à 33,57 en 2025. Et la part proportionnelle est passée de 0,39 euros le mètre cube à 0,40. Les recettes de la collectivité provenant de la vente d'eau ont diminué de 8,8% en 2024 par rapport à 2023 et le total des recettes de l'exploitant a également diminué de 4,7%. Le montant total des travaux engagés en 2024 était de 470 548 euros, incluant des travaux de renouvellement et de raccordement. Enfin, il y a une part d'aide sociale. En 2024, le service a accordé 3 aides financières pour un montant de 34 euros pour aider au paiement des factures d'eau pour les personnes en situation de précarité, et la commune a également versé 1 541 euros à un fonds de solidarité pour le logement en 2024. Vu l'avis de la commission des bâtiments, voiries, réseaux divers rendu lors de sa réunion du 17 septembre 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour adopter le rapport sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif de la commune de Lacanau pour l'année 2024, dire que le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération, et enfin charger Monsieur le maire de mettre ce document à la disposition du public. Merci Monsieur Boisson. Alors tout d'abord préciser qu'avec le service finance et nos techniciens, nous sommes en négociation avec Suez, puisque moi les chiffres me sautent aux yeux parfois, donc quand je vois une recette qui baisse de 8%, je tente de m'expliquer pourquoi, mais quand je fais une petite étude croisée avec la consommation, ça ne va pas. Donc on s'est aperçu que la part du délégataire avait été encaissée, mais pas la part de la commune. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté. Ils n'ont pas essayé de nous arnaquer, comme on dit, mais il y a eu un problème de facturation. Donc, on est en train de récupérer ces recettes-là parce qu'il n'est pas normal que nos recettes aient baissé de 8%. Et on a commencé à détailler. Alors là, vous avez vu le nombre d'abonnés. Donc, la part de la commune n'a pas été prise en compte. Donc, le délégataire est responsable. Donc ces recettes-là vont revenir et on réajustera le pourcentage qui va baisser un peu puisqu'il y a moins de consommation, mais pas à hauteur de 8%. Voilà. Et puis ce que je voulais préciser, on est sur le bon chemin, sur l'assainissement, mais il reste encore beaucoup de travail. Voilà. Parce que il faut tenir compte du dérèglement. On a déjà anticipé toutes ces problématiques, mais il pleuvait avant tout l'hiver. Aujourd'hui, il peut pleuvoir en 24 heures, ce qui pleut en un mois. Et on a beaucoup à travailler sur ces eaux claires qui infiltrent nos réseaux, mais qui aussi alimentent notre station d'épuration. Donc ça a été bien mieux l'année dernière, mais je crois qu'il faut encore meilleur sur notre réseau d'assainissement. Le schéma va nous montrer, avec le bureau d'études qui nous accompagne, dans quel sens on doit orienter et quelles sont les priorités d'investissement pour les mois et les années qui arrivent. Le PPI va être rectifié par rapport à la participation des partenaires, mais il faudra être précieux. Je suis sûr que sur l'investissement, on peut avoir des résultats, sur l'assainissement, on peut avoir des résultats bien meilleurs. Mais merci pour cette présentation. Mes chers collègues, y a-t-il des questions sur l'assainissement? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc là, j'ai bien terminé, Madame Baquet, qui me surveillait de près pour voir si je n'oublie rien, mais on avait une délibération, tu vois. Vous ne me l'avez pas rappelé. Elle est où? Ah oui.
Moi, j'allais faire celle-là. Je l'attends, je me la suis mis là exprès depuis le début pour pas l'oublier. Donc je remets mes lunettes. Monsieur Bocor, Monsieur Jean-François Bocor, j'allais pas vous oublier quand même. Bon, certes, les chiffres sont beaucoup moins spectaculaires. Hein. Oui, mais ils vont le devenir spectaculaires. Sur la signalétique, je suis pas certain. Ah, moi, je parle de la SPL. Hein. Ah non, mais là, c'est pas... Mais oui, je sais ce que c'est. C'était ton ancien métier, ça, tu surveilles. Ouais. Mais moi, j'ai parlé de toi tout à l'heure sur la partie camping, mais tu es aussi un spécialiste de la mise à disposition de ce contrat avec l'installation, la maintenance, l'entretien, l'exploitation commerciale de la signalétique urbaine. C'est à vous, monsieur Bocan. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Suite à un appel d'offres qui s'est déroulé en 2023, la société SICOM s'est vue confier la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de la signalétique urbaine sur la commune de Lacanau. Donc c'est un contrat qui part pour une durée de 3 ans, donc qui est relativement court. Le délégataire a bien transmis son rapport concernant l'année 2024. Donc sur l'année 2024, on comptabilise 111 dispositifs. Il s'agit de mâts et de bimâts sur lesquels sont sont posés plus exactement des lattes commerciales. Nous en totalisons pour l'année 2024 265 au total. La commune, elle, dispose de 208 lattes qui lui sont réservées puisqu'il y a un système de rétrocession dans ce type de marché. Nous avons encore d'ailleurs un crédit d'une valeur de 1 760 € à consommer. Et le résultat, alors le chiffre d'affaires s'est élevé à 31 800 € pour un résultat d'exploitation de 10%, soit 3 180 €. Vous voyez, ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir avec ceux qui viennent d'être exposés par mon camarade Jérémy Boisson. À signaler juste une petite chose, c'est que la commercialisation s'est bien passée parce qu'on avait quand même une petite inquiétude puisqu'on a changé totalement la charte graphique. On a souhaité que cette nouvelle charte s'inscrive beaucoup mieux dans l'environnement. On a donc supprimé tous les logos en couleur. Maintenant, vous avez dû remarquer qu'ils sont tous en monochrome. Et les couleurs aussi des lattes ont été travaillées pour que ça s'intègre encore mieux dans l'environnement. Voilà. Vous savez me séduire, monsieur Bocan. Je dis, je vais faire comme la pub à la télé, comme j'aime. Voilà, épuré, classique, la paf, c'est parfait, c'est un mobilier urbain que j'adore. Et la ville commence à... Je me souviens quand même, 12 ans en arrière, on a enlevé quand même 168 panneaux publicitaires sur la route départementale. Bon, pardonnez-moi. Ça commence à avoir de l'allure et c'est vrai que vous enlevez les câbles et les fils, vous avez du mobilier urbain, vous avez des voies douces, voilà, tout est merveilleux et c'est vrai que ça me fait plaisir, mais c'est rendu possible grâce au travail de gens compétents. Donc merci pour la présentation de cette délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je reviens cette fois, Madame Baquet, sur la délibération numéro 24, avec la demande de délimitation du domaine public maritime de Lacanau, qui était importante pour gagner du temps, de la passer pour que nous commencions le travail. Et cette délibération, elle m'autorise à engager. Oh, et ça, vous me l'avez marqué comment au dernier moment? Ah ben voilà. Monsieur Cazenave, qui est beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet, mais je l'ai déjà présenté d'entrée, donc tu vas répéter ce que j'ai dit, mais tu vas préciser des choses que je n'ai pas dites, j'en suis persuadé, et tu vas compléter mon intervention. Bonsoir à tous. Bon, il ne me reste plus grand-chose à dire, puisque en 2 fois tout a été dit, ou presque. Donc effectivement, cet exercice, c'est quand même depuis plusieurs années, on y travaille. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir avoir la carte, donc il y a eu plusieurs propos. Ah, voilà, merci. Voilà, il suffit de demander. Donc voilà cette délimitation, vous voyez, vous avez 2 traits, le rouge qui était la proposition qui avait été faite par les services de l'État en 2021 et la proposition bleue qui est celle de 2025 sur laquelle aujourd'hui on est là pour nous accorder. Donc que ce soit la communauté de communes ou la commune, nous avons validé ce tracé. Ce tracé, il est important puisque ça va nous permettre de pouvoir positionner le futur ouvrage et puis de mettre en place toutes les procédures
qu'elles soient juridiques ou matérielles, pour pouvoir assurer ce travail de futur ouvrage ou de protection de la Cano dans le cadre de la stratégie pour les années à venir, de façon sécurisée, juridiquement et matériellement. Voilà, donc, comme vous l'avez dit aussi, dans sa plus grande générosité, tous les frais liés à l'opération de constatation seront à la charge de la collectivité. Donc vous êtes invités à autoriser le maire et son représentant à engager les frais nécessaires au bon accomplissement de la procédure, notamment aux mesures de publicité obligatoires, et à signer tout document afférent. Voilà. Si vous voyez bien le plan, c'est important d'avoir le trait bleu à la place du trait rouge. Parce que la définition du DPM, c'est la limite des hautes eaux. Voilà. Donc on a fait un petit coefficient. Voilà. Donc je vais clôturer. Votez la délibération avant de clôturer. Y a-t-il des votes contre sur ce DPM? Des abstentions? Je vous remercie. On va peut-être casser une petite route ensemble et je vous souhaite à tous une excellente soirée pour ceux qui vont voir le match ou ceux qui vont voir le pole dance. Voilà. Merci.